Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer la série de vidéos sur les rois de France. Je vais vous parler de Philippe de Auguste. Donc Philippe de Auguste est né en 1165 à Paris. Il est couronné et sacré du vivant de son père le 1er novembre 1179 à Reims. À noter que la reine mère Adèle et ses oncles n'y sont pas alors que les fils d'Henri II Plantagenet y sont. En effet, Philippe va tout faire pour s'émanciper de sa mère et ses oncles et se rapproche de Philippe d'Alsace, comte de Flandre, qui va lui donner comme épouse sa nièce Isabelle avec qui il va se marier le 28 avril 1180. Du 18 septembre 1180 à la mort de son père, il devient seul roi de France. Donc, concernant l'intérieur du domaine royal, Philippe va prendre directement une vision contradictoire de celle de son père en expulsant du royaume de France les Juifs et la confiscation de tous leurs biens. Officiellement, les Juifs sont responsables de divers problèmes, mais le réel objectif est de renflouer le trésor royal. Ces mesures vont être très vite levées, telles l'interdiction du territoire en 1198. Mais le pape Innocent III a voulu que Philippe sanctionne à nouveau les Juifs, ce qu'il fit en changeant les synagogues en églises, par exemple. Une autre menace inquiète Philippe. Il s'agit d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, qui contrôle quasi toute la moitié ouest de la France, avec qui il entre en guerre en 1186, et qui se soldera par une paix blanche en 1188. Henri II Plantagenet meurt en 1189 et c'est l'ami de Philippe et fils aîné d'Henri, Richard Ier Cœur de Lion, qui lui succède. En 1190, Philippe est appelé pour assister à la troisième croisade. Philippe et Richard partent ensemble pour la Terre Sainte. Ce voyage va animer les tensions entre les deux hommes, concernant le mariage annulé par exemple de Richard avec la demi-sœur de Philippe. Et Philippe arrive à Acre le 20 avril 1191 et participe au siège de la ville contrôlée par les musulmans. Richard arrive en retard et Philippe lui fait remarquer. De plus, les deux rois sont malades, ayant de très fortes fièvres, et Philippe va même jusqu'à perdre l'usage d'un œil. Malgré cela, les assiégeants l'emportent le 12 juillet 1191. Philippe décide ensuite de revenir, car la mort du comte de Flandre va raviver les tensions dans le fait du dossier de la succession flamande. Donc il rentre à Paris le 27 décembre 1191, très affaibli physiquement et psychiquement. À peine rentré, Philippe décide de se charger de la question de la succession flamande. En effet, il y a trois prétendants légitimes à cette succession. Donc il y a Baudouin, comte de Hainaut, Éléonore de Vermandois, comtesse de Beaumont, et Philippe Auguste lui-même. Suite à de nombreuses négociations, Baudouin est désigné comme comte après un paiement très important au roi. Ensuite, après la mort de sa première épouse Isabelle de Hainaut, le roi recherche une épouse et il s'éprend d'Agnès de Méranie. Le seul souci, c'est qu'il est déjà fiancé à Hindebruges de Danemark et il va tout faire pour ne pas qu'elle vive avec lui et qu'elle devienne roi. Donc il va l'enfermer 7 ans dans la fameuse tour de Nesle. En 1198, le pape intervient et veut que le roi rende sa place de reine à Hindebruges et Philippe, lui, ne va pas réagir et se voit frappé d'interdit et d'excommunication en 1200. Donc l'interdit va très vite être levé dans la fin de l'année, mais l'excommunication va rester et la question est loin d'être réglée. En effet, malgré la mort d'Agnès de Méranie en 1201, Philippe va continuer à faire annuler ce mariage. Il va tout faire jusqu'en 1212, soit plus de 12 ans plus tard, où il va finir par l'épouser, mais il va tout faire pour ne pas le faire. Et en octobre 1192, donc on revient en arrière, Richard Cœur de Lion il échoue au large de la Grèce et il est fait prisonnier par le duc d'Autriche Léopold V. Et Philippe il va en profiter pour négocier avec Jean Santerre, donc le frère cadet de Richard, le quatrième frère, qui a pris le contrôle de l'Angleterre. Jean va prêter hommage à Philippe en 1193, espérant être couronné. Philippe attaque les possessions des Plantagenets, telles que la Guyenne par exemple, et Jean, lui, va lui donner une grande partie de la Normandie. Richard est libéré le 2 avril 1194 et il va débarquer en Normandie le 12 mai 1194. Richard, il s'est réconcilié avec son frère Jean et a très largement le dessus sur Philippe, comme le montre la prise de Loches ou bien le siège manqué du château de Vendôme. Les deux souverains conviennent d'une trêve le 23 juillet 1194, mais elle n'est pas respectée.
En 1195, la guerre se déplace en Berry, et juste avant que les armées s'affrontent, Richard rend hommage à Philippe. Un traité de paix est signé à Gaillon le 15 janvier 1196. Richard cède Gisors et le Vexin normand. Suite à ça, Richard va construire le château Gaillard, ce qui va rallumer encore la guerre. Ce n'est que le 26 mars 1199, la mort de Richard frappé par un carreau d'arbalète, que la situation va finalement se régler. Mais la guerre va continuer. En effet, en printemps 1202, Philippe part à l'assaut de la Normandie. Il démantèle le système de château normand et entame le siège du château Gaillard en septembre 1203, qui se solde par sa victoire le 6 mars 1204. Il va envahir toute la Normandie et Jean et Philippe vont finalement faire une trêve à Thouars le 13 octobre 1206. Entre 1206 et 1212, Philippe Auguste s'efforce de consolider ses conquêtes territoriales, comme l'Auvergne, qui se solde par une victoire de Philippe en 1213. En 1211, Philippe décide d'attaquer Renaud de Damartin, comte de Boulogne, et prend très vite la ville de Mortain, Aumale et Damartin. Donc, face aux multiples victoires de Philippe, tous ses ennemis vont décider de s'unir, parmi eux Jean Santerre, Otto de Brunswick ou même Renaud de Damartin. Donc Philippe y réunit ses barons à Soissons le 8 avril 1213 et il charge son fils Louis de mener l'expédition et obtient le soutien d'un très grand nombre de ses vassaux. En février 1214, Jean Santerre débarque sur le continent par La Rochelle et prend d'abord à revers Philippe qui se bat en Flandre. Le prince héritier Louis va mener la riposte contre Jean. Louis se dirige vers la forteresse de La Roche-aux-Moines et son approche provoque chez Jean une panique importante et Jean finit par fuir. L'affrontement final entre tous les belligérants est la bataille de Bouvines le 27 juillet 1214. Les armées de Philippe se trouvent coincées entre une forêt et un étang. Dans ces conditions, on peut se battre qu'en ligne ou en colonne. Et le roi, étant en infériorité numérique, se trouve alors bien arrangé. L'armée d'Othon, trop nombreuse, se piétine les uns les autres, et Philippe, malgré une chute de cheval, s'impose. L'empereur est enfui. Les hommes de Philippe ont fait 130 prisonniers, dont 5 comtes, notamment Renaud d'Amartin, par exemple. Le 18 septembre 1214 à Chinon, Philippe signe une trêve de statu quo pour 5 ans avec Jean. Par ce traité, Jean Santerre perd toutes ses possessions au nord de la Loire. À partir de ce moment-là, une grande période de paix et de prospérité commence, jusqu'à la mort de Philippe, le 14 juillet 1223 à 57 ans. À sa mort, le domaine royal s'est considérablement agrandi. La création de l'Hoste royal, donc c'est l'ensemble de l'armée royale. Donc, grâce à ses gains territoriaux, Philippe est un roi rassembleur. Il a raffermi le pouvoir royal dans ces nouvelles terres. C'est sous son règne que de grandes forteresses vont être érigées avec la création de donjons dans les châteaux et la disparition des mottes centrales, comme vous pouvez voir avant. Le roi Philippe est très bien conseillé, il y avait une véritable équipe autour de lui. Il est le premier roi qui va éloigner les grands du royaume, soit les grands seigneurs, donc les ducs, d'autres, et puis des comtes qui ont beaucoup de pouvoir et d'influence. Donc oui, il va éloigner les grands du royaume au profit de personnes qui sont plus de basse extraction. Donc il y a par exemple Guérin, qui va devenir chancelier de France et qui est un homme extrêmement influent, qui va participer au changement radical de l'administration avec la création des baillis en 1200, qui vise à une centralisation importante. Les baillis n'ont pas de point d'attache, ils n'ont pas de pouvoir propre en eux-mêmes, donc le bailli en lui-même, il n'a pas le pouvoir de lui, mais il a le pouvoir du roi et ils sont là pour assister le roi. Il va y avoir aussi une réforme des sénéchaux en 1191 qui va participer à cela, et une grande partie des sénéchaux vont être remplacés par des baillis, finalement. Et enfin, c'est sous Philippe Auguste qu'une identité royale va naître et se renforcer. Le roi va être de plus en plus sanctifié et les habitants, surtout de Paris, qui doivent vraiment à Philippe une grande partie des rénovations, car j'en ai pas beaucoup parlé, ou pas du tout même, mais Philippe a une grande campagne de rénovation de la ville de Paris
avec par exemple en 1186 le pavé, donc ils vont paver toutes les rues. Il va y avoir un grand phénomène d'assainissement de tous les bâtiments vraiment importants, les cimetières par exemple, beaucoup de cimetières vont être assainis. Il va y avoir aussi de nouveaux bâtiments qui vont être transférés, donc qui vont changer de place. Il va y avoir une rénovation quasiment totale de la ville de Paris et qui va finalement durer quasiment sous ce format jusqu'à Napoléon III, donc très longtemps après. Et c'est vrai qu'il a une grande participation à cette rénovation. Et il va aussi, les gens vont le vénérer comme un dieu. On va avoir ce phénomène de sanctification auprès de Saint Louis, donc son petit-fils. Et c'est vrai que le roi va être beaucoup plus sanctifié à cette époque-là qu'autrefois, même si déjà le roi était un dieu vivant, mais on va voir à partir de Philippe Auguste, c'est vrai, une sanctification vraiment très 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 importante du roi. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère ne pas avoir été trop long, j'espère aussi avoir été clair. Et puis à bientôt pour Louis VIII le Lion, donc le fils de Philippe Auguste. Et puis oui, à bientôt.